invité ce soir est professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne. Il est l'auteur de ce livre, La fin de la com, paru aux éditions Serre. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors c'est un véritable paradoxe. On est tous inondés de com, de communication, notamment politique, dans cette campagne présidentielle. Et votre livre s'intitule La fin de la com. Expliquez-nous. C'est la fin d'une certaine façon peut-être de communiquer politiquement. Ce que j'ai essayé aussi de comprendre dans ce livre, et d'abord de comprendre, c'est l'histoire de ces métiers, de la communication. Une histoire qui est d'ailleurs rarement faite, notamment dans l'historiographie française, un peu plus aux États-Unis. Mais essayer de comprendre comment ces métiers étaient nés. Quelles étaient les conditions, qu'est-ce qui avait présidé à leur naissance, quelles étaient les grandes figures qui avaient inventé les briques élémentaires de la communication politique, pas seulement d'ailleurs de la communication politique, de la communication des entreprises, de la communication des organisations, mais c'est vrai que le contexte actuel fait que, je veux dire, on a une focalisation sur la communication politique. Et quand on regarde la genèse de ces métiers, on voit que ce sont des métiers qui sont nés à l'abri de deux figures essentielles de la modernité. La première figure, on est ici au Sénat, c'est la démocratie parlementaire. Et la communication d'influence, ce qu'on a appelé la communication d'influence, et d'une certaine façon le lobbying, né avec la démocratie parlementaire. Et puis, il y a une autre grande figure qui préside à la naissance de ces métiers, c'est l'économie de marché avec la publicité. Et donc, j'ai essayé de comprendre et de retracer quels avaient été les inventeurs de ces métiers au cours des âges, et surtout les finalités et les usages de ces métiers. Comment ils avaient été pensés, comment ils avaient été élaborés, et à quelle philosophie politique aussi ils s'adossaient. Et c'est ce qui m'intéressait profondément. On va en parler parce que dans votre livre, on le voit, on a assisté depuis de nombreuses années à une montée en puissance de ce que l'on appelle les communicants dans tous les domaines, celui qui nous intéresse en particulier, mais on va parler plus largement de la communication. Et vous développez une idée, plusieurs, dont une qui est vraiment le fil conducteur peut-être, Arnaud Benedetti, c'est que plus la communication est présente, plus elle est forte, et en réalité, plus elle est fragile, presque faible, c'est-à-dire... La vérité, c'est que la communication est extrêmement présente parce que, notamment sur le plan politique, parce que les capacités des politiques à décider se sont infléchies, voire se sont affaiblies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de décisions relèvent du supranational, que la mondialisation économique limite les marges de manœuvre des politiques économiques au niveau national et même parfois au niveau européen, font que les décideurs ont de plus en plus de difficultés tout simplement à prendre des décisions. Et c'est vrai que quand on a de moins en moins de facilité à prendre des décisions, on a tendance à plus communiquer, à plus recourir au symbolique. Donc, quand vous décidez moins, vous parlez plus. Donc, en effet, on a cette impression que la communication politique a envahi, d'une certaine façon, l'espace public. Mais c'est qu'une impression ? Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Oui. Mais en tout cas, c'est une impression qui est indéniablement, parfois mal vécu par les récepteurs et par les citoyens. D'ailleurs, quand on dit que c'est de la com, en général, parler de com, c'est plutôt péjoratif. Mais il y a un autre phénomène qui est très intéressant, et c'est tout le paradoxe, c'est que plus on communique, plus les récepteurs que nous sommes devenons capables de décrypter la communication. C'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, regardez cette campagne. Cette campagne, on commande beaucoup plus aujourd'hui les stratégies de communication, les faits et gestes des hommes politiques, les dispositifs de communication, la façon dont ils vont égrener leur campagne au fil des semaines, plutôt que les contenus programmatiques. Moi, je suis frappé que quand on regarde l'histoire de ces dernières élections présidentielles, c'est-à-dire 95, 2002, 2007 et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les controverses programmatiques, les controverses projet contre projet, apparaissent beaucoup moins et qu'on en est véritablement beaucoup plus sur les faits et les gestes. Je vais vous faire réagir sur la communication des candidats aujourd'hui à la présidentielle. Mais est-ce que, selon vous, on assiste au déclin d'une certaine forme de communication très fabriquée, très marketée, parce qu'il y a tout simplement l'émergence des réseaux sociaux. C'est une communication directe, vous, moi, tout le monde, on y a accès et on peut s'opposer à l'autre communication beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus, fabriquée et pensée.
Il y a plusieurs phénomènes, si vous voulez. Aujourd'hui, ce qui est caractéristique de cette campagne, me semble-t-il, c'est d'abord que cette campagne, c'est la campagne des hommes politiques. C'est leur chose. Et ils ont une énorme difficulté à structurer le débat politique. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes prisonniers d'un système qui s'est emballé. Prisonniers de leurs communicants. Ils sont prisonniers aussi de la façon dont fonctionne le système médiatique. Quand même, il y a un changement profond qui s'est effectué ces 10 dernières années. C'est les caractéristiques du système médiatique ont considérablement évolué avec la révolution Internet qui a transformé fondamentalement le fonctionnement du champ médiatique. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours plus de vitesse, toujours plus de viralité et toujours plus de visibilité. Ils sont dépassés, donc. C'est la loi des 3 vitesses. Mais tout le monde est dépassé. C'est-à-dire que les politiques sont dépassés, mais aussi d'une certaine manière, les médias sont dépassés par cette formidable prouesse technique que constitue Internet, qui a cannibalisé l'ensemble du système médiatique. Les médias vont de plus en plus vite. L'info en continu. Alors l'info en continu ne date pas d'Internet, elle précède Internet, mais elle est renforcée par Internet. Et on voit bien que l'ensemble des dispositifs de communication eux-mêmes sont prisonniers de cette évolution du système médiatique qui est liée quand même, et ça c'est très important, à une révolution technique qui est la révolution Internet. Je voudrais qu'on insiste sur un point en particulier, c'est ce que vous appelez la fabrique de consentement. Ça, c'est le cœur de la communication politique. Comment on fabrique du consentement? Qu'est-ce que ça veut dire? La fabrique du consentement, c'est une expression qui a été inventée par Walter Lippmann. Walter Lippmann, c'était un éditorialiste américain, proche d'un des grands inventeurs des métiers de la communication, qui s'appelait Édouard Bernays. Alors, si vous voulez un peu d'histoire, Édouard Bernays, c'est le neveu de Freud, et c'est l'homme qui va inventer la communication d'influence. Et Édouard Bernays, il a une vision de la communication qui est une vision extrêmement politique. Il considère que, en effet, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, on est dans les années 20, vous voyez, dans les années 30, il considère que cette société, elle est guidée par l'opinion et que ce qui légitime le pouvoir, c'est l'opinion publique. Donc, il faut faire avec l'opinion. On suit l'opinion. Non, on ne suit pas l'opinion. C'est-à-dire ? On fabrique l'opinion, on construit l'opinion. On fait en sorte que l'opinion adhère à une vision du monde qui est celle d'une oligarchie et qui est celle des élites. Et Édouard Bernays, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, le dit avec une certaine forme de naïveté, mais qui est tout à fait feinte. En effet, il faut faire en sorte que les opinions adhèrent à la vision des oligarchies, parce qu'il est nécessaire que ce soit des oligarchies éclairées qui conduisent les sociétés et qui conduisent la politique. Donc la fabrique du consentement, c'est cela. Par rapport à cette fabrique du consentement, il y a des contre-pouvoirs, entre guillemets, dont celui que vous avez parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, Internet. Quel regard vous portez, Arnaud Benedetti, sur la communication des candidats à l'élection présidentielle, qui en use et même en abuse? Le candidat numéro 1. Alors écoutez, je pense véritablement qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans cette campagne, ce qui apparaît de manière assez explicite, c'est que vous avez l'affrontement entre deux formes de communication. Je schématise pour aller très vite. Vous avez une communication très classique, qui est une communication qui finalement obéit au code de la communication tels qu'ils ont été théorisés là aussi dans les années 30 par des gens comme Bernays, mais aussi par quelqu'un comme Paul Lazarsfeld. C'est la communication à 2 étages, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des relais pour construire l'opinion. Et puis, vous avez, et je vais venir après, je vais répondre à votre question, et ensuite, vous avez une autre forme de communication, qui est une communication que je qualifierais de plébiscitaire, c'est-à-dire une communication qui va s'adresser directement à l'opinion, directement au peuple, en essayant de bypasser ou de transgresser les intermédiaires, que sont entre autres les médias. Alors, la première communication, elle me semble assez classique, et il me semble à première vue, que le candidat qui l'utilise le plus, vraisemblablement, c'est Emmanuel Macron, qui me semble plutôt dans ce registre. Il aurait une communication un peu désuète. Il a une communication beaucoup plus classique. Je ne sais pas si elle est désuète, mais beaucoup plus classique. Classique, ça renvoie à ça. Il s'adresse aux médias, il parle aux médias, il ne conteste pas les médias. Par contre, vous regardez aujourd'hui la communication de François Fillon. C'est une communication qui, déjà, au moment de la primaire, s'est mise en distance par rapport aux médias et qui, aujourd'hui, j'allais dire, contrainte et forcée par les événements qui sont les siens et par l'agenda politico-judiciaire médiatique qui est le sien, est une communication en rupture très nette avec les intermédiaires.
et notamment avec le système médiatique. Est-ce qu'un candidat, un candidat ne va pas gagner sur sa communication, mais est-ce que ça peut être un élément de différenciation majeur? Exemple, Jean-Luc Mélenchon, dont on dit, et c'est le cas concrètement, qu'il a une stratégie, une communication digitale, numérique extrêmement performante. Est-ce que ça peut participer à faire monter la vague Mélenchon? Les candidatures périphériques, la candidature de Mélenchon n'est pas une candidature périphérique, mais les candidatures dites protestataires, et on le voit d'ailleurs aussi avec le Front National, ont depuis très longtemps saisi le numérique et les réseaux sociaux pour justement avoir une offre de communication qui permette de bypasser les médias traditionnels. Donc, en effet, quelqu'un comme Mélenchon, mais aussi le Front National, sont extrêmement présents, extrêmement professionnalisés sur les réseaux sociaux. Mélenchon a créé sa chaîne YouTube. Le Front National est très actif avec son équipe digitale. On voit que ces outils-là sont utilisés par les candidats pour aller vite protestataires. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde la communication de Mélenchon, c'est une communication qui va aussi au peuple et qui aime les grandes réunions physiques. Et vous voyez bien que la manifestation pour la 6e République, le dimanche il y a une semaine, le meeting de Rennes, sont des éléments qui repose sur ces grandes fêtes, j'allais dire politiques, populaires, où on a besoin d'être présent. C'est cette représentation du peuple qui est quand même, qui évoque l'imaginaire en plus, l'imaginaire gauchisant du vote protestataire de gauche, je veux dire, se retrouve très fortement dans cette stratégie de communication. Au bout de cette campagne inédite, Arnaud Benedetti, déroutante, est-ce qu'on peut assister à la remise en cause totale, profonde d'un système, et je veux dire de ce système avec ses communicants, peut-être même ses sondeurs qui entourent ces scrutins? Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette campagne-là? Moi, je crois qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Si vous voulez, c'est une sorte de guerre des mondes. Vous savez, Wells, hein, c'est pas Orwell, on parle beaucoup d'Orwell en ce moment, mais c'est Wells, c'est la guerre des mondes. C'est-à-dire que vous avez un monde avec les personnages traditionnels de la vie politique depuis 40 ans, qui sont les grands commentateurs, les partis de gouvernement, les sondeurs, les médias traditionnels. Et puis, à côté, vous voyez bien qu'il y a un autre monde qui est en train d'émerger, avec une offre politique, parce que si on suit les sondages, alors reste à démontrer que les sondages soient aujourd'hui fiables, ce qui est une autre question et qu'on peut se poser, si on suit les sondages, on voit que les deux offres politiques qui aujourd'hui se qualifieraient au second tour sont des offres politiques, et ça c'est quand même une révolution sur le plan électoral et sur le plan politique, qui sont des offres politiques qui ne sont pas des offres politiques propres aux partis de gouvernement qui ont dirigé ce pays depuis 40 ans. Donc ça c'est une nouveauté. Les deux principaux partis pour le moment. Vous voyez bien que vous avez les médias alternatifs, ce qu'on appelle les médias alternatifs, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le débat public, dans l'élargissement de l'espace public aussi. Et puis vous avez aussi de nouvelles formes de sondage. On parle beaucoup de cet institut de sondage canadien. Tout ça est en train de nous engloutir, c'est ce que vous êtes en train de dire? Je crois qu'il y a aujourd'hui... Vous aussi, alors, nous tous. Nous tous, je pense qu'il y a en tout cas, vraisemblablement, deux mondes qui s'affrontent. Un monde plus traditionnel, avec des représentations politiques qui sont directement irritées. On peut avoir un pied dans les deux mondes. On peut avoir un pied dans les deux mondes. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a en tout cas une confrontation entre ces deux univers. Est-ce qu'il faut justement se désoler ou se féliciter d'un tel bouleversement en cours? Vous qui étudiez ça. Alors il y a deux choses. Je crois, vous savez, le bouleversement, c'est Janus, c'est le dieu à deux faces. En effet, il y a un côté extrêmement inquiétant, extrêmement anxiogène, c'est la vitesse, l'incapacité que nous avons à prendre de la distance, la réaction, la surréaction immédiate, l'absence de perspective historique. Moi, je suis frappé quand je vais dans des débats sur des plateaux où je rencontre des jeunes journalistes qui sont très talentueux par ailleurs, mais dans la perspective historique est finalement assez limitée. Quasiment, l'élection de 2002, c'est la plus grande profondeur historique qu'on puisse avoir. Et quand on regarde, bien évidemment, pour bien comprendre la vie politique, il faut remonter à d'autres scrutins et il faut aller très loin. Donc cette perspective historique qui nous permet d'avoir une vision vraisemblablement parfois plus mesurée de la situation, on est en train de la perdre, notamment parce qu'il y a une accélération du temps médiatique qui nous engloutit tous.
Mais il y a quelque chose de positif aussi dans ce système-là, c'est que nous avons un élargissement de l'espace public, c'est-à-dire des capacités d'expression, de liberté d'expression qui sont plus grandes et qui déstabilisent un peu tout le monde. Et pour comprendre toute cette évolution, il faut lire La fin de la com aux éditions Serre. Arnaud Benedetti, merci à vous, merci d'avoir été notre invité. À suivre à présent, ce sont les moments choisis sur notre antenne Public Sénat. Où Manuel Valls dit qu'il est prêt à travailler avec François Fillon si François Fillon est élu président de la République. Est-ce qu'on y comprend quelque chose à la fin? Écoutez, vous inviterez Manuel Valls. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Manuel Valls. Je suis plutôt le porte-parole d'Emmanuel Macron. Et moi, je travaille avec Emmanuel Macron et nous rassemblons assez largement. Mais est-ce que vous pourriez pouvoir gouverner la France si les Français le décident? Est-ce que vous pourriez être d'accord avec cette stratégie qui serait de travailler avec une éventuelle victoire de la droite? Sur un arc républicain, c'est ce qu'il appelle. Oui, un arc républicain, il faudrait déjà avoir en face de nous des gens qui ont un comportement républicain. Monsieur Juppé, par exemple, lui, il a un comportement républicain. François Fillon, oui, François Fillon, qui ne respecte même pas la justice, qui conteste même la police, l'action de la police, pour un homme de droite. Alors, on ne sait plus où on est. Mais pas vous. Non, là, moi, je n'ai pas lu cette interview, donc je n'y comprends rien. Mais le rassemblement, on peut l'appeler de nos voeux, mais le rassemblement, il faut le construire, il faut avoir la volonté de le construire. Moi, je pense qu'entre les 2 tours de l'élection présidentielle, bien évidemment, je pense que ce rassemblement aura lieu et pourra permettre, en tout cas je l'espère, à la gauche d'être victorieuse au soir du 2e tour. Mais voilà, on est dans une difficulté qui est liée à ce qu'est l'élection présidentielle. Et puis je rajouterai aussi, on est dans une problématique qui est liée à cette histoire de primaire. On voit bien que les primaires sont une fausse bonne idée, j'allais dire, mais c'est effectivement un échec. On parle de vivre ensemble à propos d'une association de quartier, d'une mission ministérielle ou même d'un jeu vidéo. C'est un fourre-tout. Le vivre ensemble est devenu un label bien pratique et surtout très large. Il ne défend pas autre chose que notre capacité ou notre incapacité parfois à la coexistence. Après les attentats de janvier et novembre 2015, il est au cœur des discours. Sur les réseaux sociaux, le mot est abondamment utilisé par les militants d'extrême droite qui, au moindre fait divers, veulent dénoncer l'échec du vivre ensemble. Le mot irrite les oreilles, il traduit aussi une tendance du discours politique à faire émerger des concepts parfois creux. Notre route est droite, mais la pente est forte. Les catastrophes font évoluer les mentalités, mais il n'y a pas que des catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima. Il y a aussi des incidents graves qui se produisent dans les centrales françaises, où on a frôlé l'accident nucléaire à plusieurs reprises et la population n'en a pas toujours été informée. Et ce fut le cas, par exemple, à la centrale du Blayais, à côté de Bordeaux. On a eu non pas un tsunami, mais une inondation, je dirais, inhabituelle, mais pas du tout exceptionnelle, à la centrale du Blayais, en 1999. Le physicien nucléaire. Il y avait à la fois une marée, mais qui n'était pas la marée maximale, et une tempête qui a effectivement fait tomber le réseau, donc il n'y avait plus l'alimentation électrique normale, donc il fallait avoir recours au diesel, et un début d'inondation de la salle des machines. Et il a fallu 10 heures aux gens qui étaient là pour récupérer le réacteur. Donc on a failli évacuer Bordeaux. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Et puis je vous retrouve avec plaisir en début de semaine, lundi, pour aller plus loin, 22h, 23h30 bien sûr. Belle fin de soirée à vous.